Au Québec, les rendements en plantes fourragères ne sont pas au rendez-vous, ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être en général. Le réflexe de jeter le blâme sur des conditions météo difficiles, mais vous regardez autour de vous, vous allez sûrement identifier sur votre propre ferme même des champs qui rendent mieux que d'autres, même en conditions climatiques difficiles. On se rend compte de plus en plus que, comme c'est le cas dans les autres cultures, le rendement des plantes fourragères est souvent limité par la qualité du sol. Et ça, il y a beaucoup de choses qui sont englobées là-dedans, pas juste la fertilisation, évidemment, mais la fertilité au sens large, c'est-à-dire pas seulement que les propriétés chimiques, mais les propriétés physiques et biologiques de nos sols. Comment on peut apprendre à mieux connaître ces sols? Je vous dirais, comme on dit, sans trop de préparation, essayer de prendre une pelle puis d'observer ce qu'il y a sous la surface. Comment mon sol est fait? Est-ce qu'il est en santé? C'est quoi ses lacunes? C'est quoi ses faiblesses? Alors, on va se rendre au champ, et moi, je le fais régulièrement avec des agronomes puis des producteurs. On va prendre un champ à problème, puis on va carrément creuser un trou jusqu'à 30 pouces de profond, généralement 2 à 2,5 pieds de diamètre, à petite pelle s'il faut. Ça va prendre le temps que ça prend, puis on en fait un dans une zone où le rendement est faible du champ, puis d'où l'importance d'avoir le producteur avec nous pour nous guider, et dans une zone où le rendement en foin, par exemple, est supérieur. Et on accompagne, c'est sûr, on ne fait pas juste regarder, là, on fait des petits tests maison avec un couteau de poche. On peut tester si on a de la compaction, on regarde comment que le sol s'effrite, se défait dans la main. Et s'il se défait, il reste en mode très, très dur, bien évidemment, c'est un signe de manque d'aération ou un signe de compaction et tout ça. Si on n'attaque pas ou on n'essaie pas de prévenir la compaction, jamais on va la corriger. Autrement dit, ça ne sert à rien de faire du solage si on n'est pas prêt à accorder plus d'importance à la capacité portante du sol. Par exemple, au printemps, souvent on est trompé parce qu'on voit le sol qui s'assèche en surface, mais en dessous, c'est encore très humide. Et on peut passer sur une prairie au printemps sans nécessairement voir d'ornières, en tout cas pas des grosses, mais on va faire de la compaction dans le profil. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à corriger qu'une compaction de surface. Dans une démarche d'amélioration de la qualité des sols, comme je le disais, la première chose, c'est de respecter l'importance du sol. Après ça, c'est de raccourcir les prairies, donc raccourcir la durée de la prairie. D'une part, c'est sûr que les cultures qui vont suivre la prairie vont bénéficier, en général, d'un apport en azote, entre autres, d'une structure, d'une vie microbienne intéressante, en autant que la prairie ne soit pas trop vieille. Mais ce qu'on ignore trop souvent aussi, c'est qu'une rotation plus fréquente en prairie améliore aussi le rendement de la prairie. La durée de la prairie, quant à moi, on ne devrait jamais dépasser 6 ans, puis idéalement 5 ans, ce serait pas mal le maximum pour revenir avec une autre culture par la suite. Très souvent, si on respecte l'importance, puis on a une prairie qui n'est pas tellement vieille, le pH aussi, rajouter à ça la correction du pH. Si on a fait ces 3 actions-là, normalement, on devrait, à long terme, atteindre un niveau de productivité de nos prairies qui est satisfaisant. Moi, je préconise une approche par étapes, c'est-à-dire, au lieu de s'ambitionner d'essayer de corriger toute la même année, on va commencer avec les champs qui nous causent les champs qui nous causent le plus de problèmes. C'est beaucoup plus stimulant, après coup, d'aller retourner dans les champs, faire des profils de sol, si on a fait des progrès intéressants sur ces champs-là au départ.